Les cours d'éducation sexuelle à l'école, que contiennent-ils vraiment? Quelle pression subissent les profs de la part de certains parents? On en débat avec Israël Nizan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de gynécologie obstétrique à l'Université de Strasbourg, ancien président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et auteur de ce livre « Parler sexe, comment informer nos ados » aux éditions Grasset. Laure Darcos, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice Les Indépendants, République et Territoires de l'Essonne. Et vous êtes également vice-présidente de la délégation au Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Lisa Kamenirsic, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse d'école, chroniqueuse au Point et au Figaro et auteur de ce livre « La Grande Garderie », publié aux éditions Albin Michel. On est également en duplex avec Lolita Rivet, qui est professeure des écoles. Bonsoir. Et productrice de ce podcast « C'est quoi l'amour, maîtresse ?» Mathieu Croissando, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. Je vais commencer par rappeler ce que dit la loi, pour commencer, loi du 4 juillet 2001, qui nous dit « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. » Israël Nizan, à partir de quel âge, et puis surtout, pourquoi il faut parler de sexualité aux jeunes, d'après vous? Quand on n'informe pas sur quelque chose d'aussi important que la sexualité, ce sont les femmes qui trinquent. C'est elles qui payent l'addition. Jamais un homme n'a besoin d'aller dans une salle d'opération pour faire une IVG. Nous avons 15 000 IVG chez les mineurs dans notre pays, là où les pays voisins en ont 3 fois moins. Et ça, c'est lié au manque d'information. Zéro information, désinformation par la pornographie. Quand je demande aux jeunes femmes qui viennent dans mon service pourquoi elles n'ont pas utilisé de contraception, j'entends un florilège de fake news. Ah, je croyais que les premiers rapports, on risquait rien. Ah, je croyais que si le garçon se retire, on risque rien. Ah, je croyais que si on n'est pas pénétré, on risque rien. Ah, je croyais que si on a les rapports pendant les règles, on risque rien. Nos enfants ne sont pas informés. Et ils sont désinformés par la pornographie. Augmentation du viol des mineurs par des mineurs, un taux d'inceste record en Europe. Le tableau n'est pas réjouissant de l'absence d'information à la sexualité dans les écoles. On l'a mis dans la loi, on n'applique pas notre loi. On a mis une loi sur la protection des mineurs, on n'applique pas la loi. Il y a un effet ciseau, augmentation de la violence des hommes à l'égard des femmes. C'est bien malin de faire une loi contre les pinceurs de fesses à la porte de la chapelle. La pornographie éduque au non-consentement. Une fille qui dit non, en fait, ça veut dire oui. Et si on la fait bien jouir parce qu'on est bien viril, elle regrettera d'avoir dit non. Donc on éduque nos enfants, on n'éduque pas. On ne les éduque pas. Rassurez-vous, la pornographie le fait à notre place. Oui, alors effectivement, avec ce sondage, parce que c'est assez difficile d'avoir des chiffres officiels, il n'y en a pas, sur le respect ou non de la loi et de ces 3 séances annuelles. 0%. Alors, un sondage qui a été mené en ligne par l'association Nous Toutes auprès de 11 000 personnes, donc c'est quand même un sondage sérieux, important. 13% des séances censées être dispensées à l'école le sont véritablement. 13%. On est quand même très loin des objectifs. Au CP ? Alors, globalement. On va parler de l'âge, on y reviendra. Vous dites quoi, Laure Darcos? C'est un enseignement qu'il faut défendre, tout simplement? Enfin, en tout cas, je bois du petit lait, malheureusement, en écoutant le professeur. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je suis pour l'enseigner. Bien évidemment, on ne l'enseigne pas en primaire comme on le fait au collège ou au lycée. On pourra y revenir, en effet, parce que ça, c'est très important. Moi, je vous ai amené, en fait, je suis conseillère départementale aussi, et on a un livre qu'on distribue au collège en 4e, qui s'appelle « Questions d'ado », avec des questions très crues, mais qui vraiment permettent de répondre à des questions. Et on en parlera sûrement aussi. Mais depuis quelques années, on voit nos carnets avoir un rejet dans certains quartiers, dans certains collèges, dû souvent à des problèmes religieux ou de communautarisme. Mais pour aller plus loin de ce que dit le professeur, on a sorti un rapport l'année dernière qui a fait beaucoup de bruit sur la pornographie. Et au-delà de l'exploitation des femmes qui sont actrices porno, ce qui m'a le plus, bien sûr, anéanti, c'est le témoignage des pédopsychiatres nous disant en effet que 45% de nos enfants, garçons comme filles, auront avant 14 ans vu du porno hard sur des sites totalement gratuits. Et donc, alors qu'ils sont en train de se former,
d'avoir leur première, j'allais dire, titillement amoureux, d'être dans le bouleversement hormonal complet. Le pédopsychiatre nous disait on est en train de former une génération de violents, puisque en fait, ces images ne montrent que de la soumission, de la strangulation, et du coup, forcément, une relation sexuelle totalement déviée et brutale. Et donc, en effet, c'est extrêmement dangereux. Eh bien, pour répondre à votre question, notre loi est passée. On n'arrive pas à convaincre les GAFAM de bloquer définitivement l'accès aux moins de 18 ans sur tous ces sites. Avec ce chiffre qui va exactement dans le sens de ce que vous nous dites, rapport 2024 du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Qui a repris notre rapport, en fait, c'est pour ça. 64% des hommes de 25-34 ans disent imiter dans leurs relations sexuelles les vidéos pornographiques. Et vous l'avez vu lors de votre commission, ce sont des films de plus en plus violents. Bien sûr. C'est pas, c'est pas Emmanuel. Il y a 30 ou 40 ans. Je voudrais qu'on parle de l'âge. À partir de quand on commence? Lisa Kamenir-Singh, est-ce qu'il faut par exemple commencer dès le primaire, d'après vous? Moi, je pense qu'au primaire, il faut faire une éducation à l'amour et à l'affectivité. Pas une éducation sexuelle. Et d'ailleurs, c'est explicitement dit dans une circulaire, je crois qu'il date de 2018, qu'il ne faut pas parler de sexualité aux enfants de l'école primaire, ce qui n'est pas congruent avec le nom de la matière, puisque ça s'appelle éducation sexuelle. Affective et sexuelle. Mais la circulaire dit qu'on ne doit pas parler de sexualité aux enfants de l'école primaire. C'est écrit comme ça dans la circulaire. C'est respecté ou pas? Alors, moi, je ne suis pas dans toutes les classes. Ce que je sais, c'est que les enseignants ne sont pas formés pour le faire, que c'est compliqué dans certains milieux, dans certains quartiers, avec certaines familles, que l'éducation nationale est devenue un domaine régalien. Monsieur Macron et Monsieur Attal en ont fait un domaine régalien. Le problème, c'est que si on met l'éducation sexuelle et affective à l'éducation nationale obligatoire, ça en fait des domaines régaliens aussi. Ça veut dire que c'est l'État qui s'occupe d'éduquer sexuellement les enfants, en réalité. Le deuxième problème, c'est que comme les enseignants ne sont pas formés pour le faire... Mais pardon, je vous interromps, mais on leur dit quoi aux petits de 10 ans qui peuvent être confrontés au contenu pornographique? Parce que c'est ça la réalité. J'allais y venir. Comme les enseignants ne se sentent pas toujours capables de le faire eux-mêmes, on fait souvent entrer dans l'école des associations. Des associations qui sont agréées par l'éducation nationale, normalement. Ces associations sont parfois, je dis parfois, je mets une tonne de bémol et de nuances à ce que je dis, sont parfois des chevaux de Troie pour des lobbies qui peuvent plaider qui peuvent par exemple raconter aux enfants que leur sexe de naissance n'est pas forcément le sexe qu'ils ressentent, mais dire ça à des enfants, à des jeunes gens de 15 ans, c'est pas dire ça à un enfant de 4 ou 5 ans. Donc là vous dites clairement c'est le lobby LGBT. Alors il y a mettre des mots. Mais c'est dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire moi je travaille dans des écoles sous contrat privées. Les associations qui font l'éducation affective et sexuelle dans ces écoles-là sont très conservatrices parfois. Moi, j'ai entendu dans ma classe, puisqu'on m'a demandé d'accueillir une association dans ma classe, une dame dire à une petite fille, mais à ton âge, tu ne peux pas être amoureuse, et des élèves de 10 ans, des CM2, à ton âge, tu ne peux pas être amoureuse, ça n'existe pas, tu t'es trompée. Donc j'ai dû prendre la petite fille à part après la classe et lui dire, mais écoute, seul toi sais ce que tu ressens. Difficile métier de professeur qui se retrouve pris en étau entre deux injonctions parfaitement contradictoires. Lolita Rivet, vous commencez à quel âge, à faire participer des enfants et avec quel contenu? C'est ça la question, c'est qu'en fait, alors moi j'ai des CE1, donc je commence avec des CE1, mais la question pour moi c'est de quoi on parle quand on parle d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et pour moi il faut commencer dès le plus jeune âge, donc avec des enfants de 2 ans avec qui on peut parler. Parce que qu'est-ce que c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? C'est une éducation à son corps, déjà. Et tous les enfants ont un corps, tous les enfants ont des parties intimes qui vont leur donner des sensations. Tous les enfants ont un rapport à la nudité. Tous les enfants voient bien qu'il y a des différences filles, garçons, que les adultes en parlent. Tous les enfants vont être confrontés à des situations de consentement et de non-consentement, même souvent. Donc pour moi, ce sont des sujets qu'il faut aborder dès le plus jeune âge, et donc à l'école dès la maternelle.
Mais en Mais avec maternelle, quel de quoi on contenu? On parle? y revient. C'est ça. Avec quel mot, avec quel contenu? La difficulté, elle est là. Alors, bah, je vous réponds. Je vous réponds. On doit parler des émotions déjà. Mmh. Qu'est-ce que c'est les émotions? Qu'est-ce que ça fait ressentir dans le corps? Comment on peut les traverser? Comment on peut entrer en connexion avec les autres sans que ce soit violent? Mais on parle aussi de consentement, c'est-à-dire bah, ton corps t'appartient, personne n'a le droit de toucher tes parties Ouais. intimes. Une fois que tu sais te laver tout seul et te débrouiller, ton corps est à toi et personne n'a le droit de te toucher. Il y a plein de livres pour enfants aujourd'hui qui sont très bien faits, avec des mots d'enfants, à hauteur d'enfants. Et les enfants sont vraiment demandeurs d'aborder ces sujets-là. Parce que malheureusement, dans beaucoup de familles, la majorité des familles, c'est ce que je constate, ce ne sont pas des sujets qui sont abordés, tout simplement parce que les parents n'ont pas été éduqués comme ça. On n'a pas été éduqués en parlant de notre corps, en parlant du rapport à la pudeur, au consentement. Euh, et on n'a pas été prévenus des violences qu'on pouvait subir en tant qu'enfant, qu'elles n'étaient pas normales, qu'on a des droits, qu'on n'a pas le droit d'être frappé, d'être agressé sexuellement. Et donc les enfants ont besoin d'être protégés dès le plus jeune âge. Mais je peux Laure Darcos? réagir. En fait, ce que vous dites, j'y adhère entièrement. Mais on se rend compte que du coup, c'est la faillite, j'allais dire, de la parentalité. Parce que. C'est d'abord aux parents. Exactement. à Enfin, remplir ce rôle. non, mais quand vous dites on éduque, on n'a pas été éduqués, nous. Si, ça devrait être d'abord aux parents, et même à n'importe quel âge, de pouvoir avoir ce dialogue avec leurs enfants pour pouvoir justement parler de leurs troubles, de ce qui leur arrive dans leur vie, etc. Moi, je dis toujours que le ministère de l'Éducation nationale devrait s'appeler le ministère de l'Instruction civique, de l'Instruction nationale. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour autre chose. Mais comme, et c'est pas une critique, hein, comme en effet il n'y a plus ce dialogue chez les parents, l'éducation nationale est obligée de suppléer en fait à cet abandon en fait de l'information. Il y a peut-être des âges où c'est plus compliqué de parler avec ses parents aussi, non? Alors Ah bah. justement, on va l'évoquer ça, parce que c'est une vraie bonne question. Je vous propose d'abord, je vous donne la parole tout de suite, Israël Nisand, mais d'entendre la présidente de la Confédération nationale du planning familial, justement sur cette question, finalement, tout le monde ne peut pas parler de sexualité dans sa famille. Elle était ici auditionnée au Sénat, c'était dans le cadre d'une audition sur l'accès à l'IVG, pardon. L'école, c'est un bon lieu pour avoir une information en dehors, parce que tout le monde ne peut pas parler de sexualité dans sa famille. Enfin, on pourrait vous interroger individuellement de savoir comment est-ce que vous avez pu parler des questions de sexualité. Je pense qu'on serait très inégal là-dessus, et qu'il y a des choses en termes de consentement, en termes d'information, en termes de lieux ressources, il faut que ça soit partagé au niveau de l'école. Israël Nisand, parfois c'est juste pourquoi c'est ultra important que dans certains cas, dans des écoles, ce soit finalement les professeurs ou des intervenants extérieurs qui prennent le relais des parents? Parce qu'il y a des âges où c'est très compliqué d'en parler. Moi, je trouve que c'est très bien que l'éducation nationale soit en charge de cela pour mettre un socle commun de notions. Et les pays voisins autour de nous l'ont fait. Donc, on ne peut pas refuser d'aller à la gymnastique, on ne peut pas refuser les cours d'histoire ou de géographie, on ne peut pas refuser l'information à la vie affective et sexuelle, puisque ça fait partie du programme. À 4 ans, le respect de son propre corps, le respect de l'autre, touche pas à mon corps est à moi. Un enfant de 6 ans ne le sait pas, il pense qu'il appartient à ses parents. À 8 ans, le programme est différent. À 10 ans, le programme est différent. Oui. Je pense que dans le rôle des parents, c'est l'éducation à la morale et les interdits. C'est les parents qui sont les seuls légitimes pour apprendre la morale aux enfants. En revanche, vers 12-13 ans, et les enseignants et les parents ont besoin d'aide. Ils ont besoin de tiers, parce que les enfants se ferment, parce que surtout quand on ne leur a jamais parlé de sexualité, tout d'un coup, venir leur parler de sexualité, ça les perturbe, et surtout ils veulent cacher ce qu'ils ont vu. Ils protègent le monde des adultes des horreurs qu'ils ont vues pratiquement tous. Donc, nous sommes dans une situation où on est bien propre sur nous, on est bourré de tabous, et c'est nos enfants qui en payent l'addition. Lolita Rivet, vous vouliez intervenir, je vous donne la parole. Oui. Non, moi je pense qu'il y a une complémentarité totale entre ce qui est fait en famille et ce qui est fait à l'école. Encore une fois, il y a des familles dans lesquelles c'est un sujet qui existe depuis toujours, le rapport au corps, le consentement, les émotions, tout ça. Bah, super. Qu'est-ce qui fait que l'école ne pourrait pas aborder ces sujets, sachant que la majorité des enfants n'ont pas ces discussions dans les familles? Enfin, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que notre société est telle qu'elle est, qu'il y a autant de violences sexistes et sexuelles, qu'il y a autant de discrimination, de harcèlement, de situations de non-consentement entre des enfants, des ados, des adultes.
Donc, je vois pas où est le problème avec le fait d'être complémentaire avec les parents. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs pour toutes les matières. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas aux parents de parler de français ou de maths ou d'histoire géo, si eux, ils veulent transmettre des choses qui sont importantes pour eux. Donc, pour moi, il y a une vraie complémentarité entre l'école et la famille. Mais là où c'est très important, c'est que, comme dans plein de familles, c'est pas un sujet qui existe. Il faut un espace pour les enfants, pour qu'ils puissent en parler, pour que ce sujet existe quelque part, si jamais il n'existe pas dans la famille. Non, mais juste, Allez-y. c'est en effet pas du tout. Je suis fait mal comprendre. C'est pas que je critiquais que ça se passe du coup à l'éducation nationale. Hein. Oui. C'est qu'en effet, j'étais juste triste que, en effet, il y ait autant de familles dans lesquelles on ne puisse pas en parler. Et quand des jeunes filles n'osent pas dire qu'elles ont leurs règles. Et c'est comme ça que dans beaucoup de départements, on était obligé de mettre en place des distributeurs de serviettes hygiéniques parce qu'en fait, on avait, nous, des retours de mamans qui disaient ma fille est obligée d'en prendre plus parce que sa copine... Et c'est pas une question simplement de pouvoir d'achat, hein, simplement parce qu'elles n'osaient pas dire qu'elles avaient eu leurs règles. Je suis juste en train de constater que c'est triste de voir des familles où il n'y a pas ce dialogue-là. Après, bien évidemment, du coup, heureusement que l'éducation nationale supplée à ce manque de famille. Devrait suppléer. Lisa Kamenirczyk, est-ce que vous reconnaissez à certains parents le droit de refuser ça? Normalement, Parce que Israël disant c'est Oui. obligatoire, on ne peut pas Non, dire dans je ne vais pas au cours de gymnastique ou au cours d'histoire géo. dans la dernière circulaire, pour le coup, je crois qu'elle date de 2021, il est bien précisé que les parents doivent être informés du moment où ça se fait en classe, par qui c'est fait. Est-ce que c'est l'enseignant? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un collectif, etc. Et ce n'est pas toujours fait. Il y a des parents qui se plaignent de ne pas avoir été prévenus que leurs enfants allaient entendre parler de sexualité à l'école. Normalement, ça doit être fait en amont. Et ils doivent pouvoir retirer leur enfant de l'école ce jour-là. C'est comme ça, c'est dans la circulaire, je n'y peux rien. Voilà. Et je trouve ça bien parce que je pense que, pardon, je termine, je pense que le premier éducateur des enfants, ce sont quand même les parents. Alors juste, je raconte une petite anecdote. J'ai un fils qui a aujourd'hui 10 ans, alors qu'il était en CE2, donc il y a 2 ans. Il a eu comme sujet de rédaction « Qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe ?» Il est rentré à la maison un peu perturbé. Je n'élève pas mes enfants dans la pruderie. Hein. On parle de tout à la maison, ils posent des questions, j'y réponds, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Mais il était un peu perturbé. Je lui ai demandé ce qu'il avait écrit. Il m'a dit j'ai raté ma rédaction. Il m'a dit j'ai écrit je crierais très fort, je me couperais les cheveux très courts. Bref, en gros, il s'est senti émasculé, quoi. J'ai demandé à la maîtresse si c'était vrai, parce que j'ai un petit garçon de 8 ans. Je me dis bon, peut-être qu'il me raconte des histoires. Voilà. Et je lui demande pourquoi, quel est l'objectif pédagogique. Elle m'explique qu'il s'agit de déconstruire les stéréotypes, évidemment, et de favoriser l'empathie des garçons envers les filles. J'ai un petit garçon de 8 ans qui est super gentil avec les petites filles, que j'éduque dans le respect total des femmes. Je suis quelqu'un de très libre, voilà, j'ai un métier, j'ai mon compte en banque. Il n'y a aucune raison... Vous auriez aimé être prévenu avant, quoi. Non seulement j'aurais aimé être prévenu, mais il me semble que 8 ans, c'est un peu jeune pour demander à un enfant ce qu'il ferait s'il changeait de sexe. Je fais rapidement réaction là-dessus, puis ensuite on va parler un peu des combats politiques aussi qu'il peut y avoir autour de cette question. Depuis 30 ans, je consacre 2 heures par semaine à intervenir dans les écoles à titre personnel et puis pour former mes internes et mes chefs de clinique. Et chaque fois que je contactais un nouvel établissement, proposé que les parents puissent venir à mon contact dans une soirée. 0 parent. 0. Et c'est ceux qui contestent le plus les interventions en milieu scolaire qui donnent le moins d'informations à leurs enfants. On le sait. Donc, je pense que qu'on dise il n'y a pas de ressources humaines pour le faire, mais la loi, elle existe depuis 2001. Et elle a été bloquée par les associations de parents d'élèves catholiques. Alors, donc on aurait pu, catholiques. depuis 2001, on aurait pu constituer les ressources humaines. C'est vrai qu'on ne les a pas constituées et maintenant on se retrouve assez mal. Dans les écoles catholiques, il y a l'éducation à la vie affective et sexuelle. J'y travaille et je sais ce qui se passe dans les écoles catholiques. C'est une obligation conjugale. On va continuer d'en débattre. Pas du tout, monsieur. Je vous invite à venir assister. Vous dites des bêtises, en l'occurrence, ce n'est pas vrai. Je suis formelle. Je travaille depuis 20 ans dans les écoles catholiques. Vous dites des bêtises. Bon, on va continuer le débat et vous pourrez répondre. Et je pense que en duplex, Lolita Rivet voudra intervenir aussi parce que finalement, Mathieu, ça nous offre la transition sur votre éditorial, sur on va dire, les réactions politiques autour de cette question. L'éducation sexuelle à l'école, on peut le dire, ça ne fait pas l'unanimité. Non, et sans surprise, c'est
à l'extrême droite qu'on s'étrangle le plus à cette idée. Hein. Au Rassemblement national, les cours d'éducation sexuelle ont longtemps été raillés sur le mode le gouvernement ferait mieux de lutter contre le chômage ou le gouvernement ferait mieux de leur apprendre à lire. Et puis, lors de la dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen appelait à ficher la paix aux mineurs, jugeant la promotion, j'ouvre les guillemets, la promotion de quelque sexualité que ce soit à l'égard des enfants totalement déplacée. L'école est là pour transmettre les savoirs, la sexualité ne relève pas de sa responsabilité, disait la candidate, estimant que cette mission-là incombait, on en a parlé, aux parents. Mais le Rassemblement national, tout à son entreprise de normalisation, ne semble pas ou plus faire de ce combat une de ses priorités et, me semble-t-il, joue assez mezzo voce sur ce sujet par rapport à d'autres. Vous pouvez parler de reconquête. Ah oui, alors là, c'est une offensive caractérisée qui se joue sur 2 tableaux, j'allais dire. La première salve chez les têtes d'affiche. Tout d'abord, lors de sa campagne présidentielle, Éric Zemmour, lui, voyait une manœuvre des lobbies homosexuels, quasiment une entreprise décivilisationnelle. Il disait « Je pense que ce n'est pas le rôle de l'école, à part éventuellement en cours de sciences naturelles, surtout que depuis mon époque, disait-il, ça a dérivé dans des cours de théorie du genre et autres initiations au changement de sexe ou au ressenti. » Il disait en gros, et il disait aussi, je suis contre la propagande LGBT à l'école. Même chose pour Marion Maréchal, beaucoup plus récemment, le mois dernier, opposée aux cours d'éducation sexuelle avant la 4e, elle, et elle souhaite cantonner ça aux explications biologiques et médicales, mais elle dénonce une dérive vers ce qu'elle appelle une éducation à la pratique sexuelle, qui n'a rien à faire, selon elle, à l'école. Et sur quoi elle s'appuie ? C'est là que j'en arrive au 2e tableau. Ouais. Elle s'appuie sur son association Parents vigilants, ça c'est la 2e salve, qui se charge de recenser des témoignages. C'est une association de parents d'élèves lancée par le mouvement d'Éric Zemmour, en lien direct, et qui se charge de recenser des témoignages, le plus souvent anonymes, ainsi que des signalements dans les établissements pour mener des campagnes numériques sur les réseaux sociaux ou adresser des courriers, des pétitions carrément aux établissements, au point que les syndicats d'enseignants ont saisi à l'automne dernier le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelait Gabriel Attal, pour dénoncer ce qu'ils appelaient des pressions sur les enseignements qui, certains, n'osent plus faire dans certains établissements. Leur argumentaire, il est le même ? Oui, c'est le même, évidemment, qu'Éric Zemmour ou Marion Maréchal. Mais dans cette mouvance, on trouve beaucoup de choses. On trouve des associations comme des associations étiquetées à droite, voire très à droite, comme SOS Éducation ou le Syndicat de la Famille, qui est le nouveau nom de la Manif pour tous. Mais aussi l'association Juristes pour l'enfance ou encore Famille et Liberté. Tout ce petit monde-là a organisé le 9 février dernier un colloque sur l'éducation sexuelle, ici, au Palais du Luxembourg, au cours duquel ils se sont longuement penchés sur leur repoussoir absolu, ce qu'ils appellent l'exemple belge, où il y a eu de vives polémiques à propos de l'éducation sexuelle. Laure Darcos, votre avis, c'est une stratégie politique d'Éric Zemmour ? Non, mais je voudrais quand même répondre en effet à M. Croissando, parce que je comprends qu'on puisse parler positionnement politique et qu'en effet, on n'entend pas forcément les autres, c'est leur terreau. C'est des sujets sur lesquels ils sont très importants. Mais je pense que les publics à qui ils s'adressent, alors vous le dites vous-même, c'est surtout le côté reconquête, un peu moins, à mon avis, Bardella et Marine Le Pen, qui sont beaucoup plus modernes. On a vu que d'ailleurs, ils ont voté pour la constitutionnalisation d'IVG, à l'inverse des Zemmouriens, entre guillemets. Donc ça montre qu'il y a quand même une différence. Par contre, ce qui me choque, c'est que vous ne parlez absolument pas des autres, de l'autre côté. Et pareil, on parle d'enseignement catholique. Mais moi, c'est surtout dans mes quartiers difficiles et la communauté musulmane. Je parlais des partis politiques. Voilà, mais il y a une offensive religieuse, je partage tout à fait ça, entre catholiques et musulmans. Voilà, et Mélenchon ne va pas en faire son cheval de bataille non plus, mais évidemment. Mais par contre, son électorat est très là-dessus. Moi, juste parce que ça s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est mon département que le pauvre chef Chédine a été assassiné, battu à mort, simplement parce qu'il fréquentait une fille à 15 ans et que ça ne plaisait pas au grand frère. Ça arrive tous les jours. Voilà. Et que, je me souviens, une petite Sohane immolée par le feu en 2002. C'est comme ça d'ailleurs que Fadela Amara lance Ni pute ni soumise. La sœur de Sohane vient me voir en disant, mon mari à ce moment-là était en fonction, mais faites-nous des écoles de filles pour qu'on puisse être en jean, qu'on puisse bosser, qu'on puisse parler de tout, qu'on puisse parler de sexualité, qu'on n'ait plus les grands frères qui nous traitent de salopes parce qu'on est habillé à l'occidental et qu'on ait envie de fréquenter d'autres garçons. Et ça, je peux vous dire qu'en quantité,
sur la France. C'est sûrement plus important. Et c'est un sujet sûrement beaucoup plus grave dont essayent de se saisir les collectivités et les associations, parce qu'il y a des associations de quartier qui essayent de vraiment faire un dialogue justement avec les parents, avec justement ces fameux grands frères, etc., important. Je pense que c'est proportionnellement beaucoup plus fort. Et même sur les campagnes numériques, on trouve aussi des associations musulmanes. Hein. Bien sûr. Et on avait prévu d'en parler. Pardon. À ce moment, mais c'est très bien, il n'y a aucun problème. Je comprends que c'était sur les partis politiques. Là, c'était vraiment sur les partis politiques islamisants. Est-ce que vous avez, parce qu'on a parlé effectivement des pressions, on va dire, de catholiques peut-être plus traditionnalistes ou de certaines familles catholiques. Il y a aussi des pressions de familles musulmanes. Vous l'avez vécu ? Non, absolument pas. Et je suis allé dans des quartiers très à distance des centres-villes. Je n'ai jamais, a posteriori, eu des parents qui ont dit quoi que ce soit contre les interventions. Et je pense que dans un pays comme le nôtre, nous pourrions tous nous mettre autour d'une table, tous, nous les adultes, pour décider ce qu'on dit à 4 ans, ce qu'on dit à 5 ans, ce qu'on dit à 6 ans, et peut-être même extraire de cette espèce de guide. Et il y en a un qui vient d'être publié par l'Éducation nationale, qui n'est pas si mal, d'extraire avec, en 4 phases d'âge, et dire voilà ce sur quoi nous avons un plus petit commun multiple d'informations à la sexualité. Nous apprenons à nos enfants à traverser la rue en regardant à droite et à gauche pour ne pas se faire renverser. Nous ne leur apprenons pas à entrer dans la vie sexuelle. Alors justement, ce Conseil supérieur des programmes, c'est à ça que vous faites allusion, vient de publier un projet d'éducation à la sexualité. On va en parler tout de suite avec Marion Delpech. Ce projet, il va effectivement, classe d'âge par classe d'âge, de la maternelle à la terminale. Rebonsoir Marion, c'est le fruit de plusieurs mois de travail et d'audition. Oui, et ce programme, Thomas, le voici, 65 pages de propositions qui couvrent l'ensemble des classes, vous l'avez dit, de la maternelle au lycée, le résultat du travail d'une équipe à l'expertise assez large, des inspecteurs généraux de philosophie, de sciences et vie de la Terre, une quinzaine de personnels de l'éducation nationale et des professionnels de santé. Sont abordés dans ce programme qui s'appliquera dès la rentrée 2024 la vie affective, la vie relationnelle et la vie sexuelle, ordonnées selon 3 questions suivies et approfondies tout au long de la scolarité. Comment vivre et grandir sereinement avec son corps, comment construire avec les autres des relations respectueuses et s'y épanouir, comment trouver sa place dans la société, y devenir une personne libre et responsable, peut-on lire dans le programme. Alors, c'est une question importante. Par qui et comment ces cours seront-ils dispensés ? Eh bien, vous l'avez dit, on parle de 3 séances chaque année et l'ensemble des établissements se voient rappeler l'obligation de mise en œuvre du programme dispensé par les professeurs d'école pour le premier degré, puis par les enseignants au collège et lycée. Sont aussi impliqués les personnels de vie scolaire, les médecins et psychologues ou encore des associations spécialisées. Et c'est sous la forme de tableaux synthétiques comme celui-ci que l'on retrouve ces préconisations. Pour l'école élémentaire, par exemple, des objectifs tels que connaître son corps, protéger son intimité, identifier et différencier les sentiments, explorer la question du consentement. Au collège, mettre en place et examiner les différentes définitions de la sexualité, choisir ses relations, se conformer ou s'affirmer, trouver sa place au sein d'un groupe. La pornographie est abordée à partir de la 4e sur recommandation d'experts, même si l'exposition, on l'a vu, aux images pornographiques se fait de plus en plus tôt. Près d'un enfant de 12 ans sur 3 y a déjà été exposé. Le programme s'adapte aussi aux autres enjeux de l'époque. Illustration au lycée avec les luttes contre les discriminations et violences sexuelles ou encore l'intime à l'ère des réseaux sociaux. Merci beaucoup Marion. Laure Darcos, là, effectivement, on peut se dire qu'il y a là une cohérence. Ensuite, la vraie question, c'est quels moyens ? Quels moyens pour la mettre en œuvre, pour tenir ces trois pauvres cours par an, c'est quand même pas énorme. Surtout dans ce contexte, vous l'avez bien vu. De pression multiple. Alors, de pression, non, mais alors, au-delà des pressions, en interne de l'éducation nationale,
on essaie de mettre en place, le Premier ministre, à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, voulait mettre ces fameux groupes de niveau. Et donc, ça veut dire que du coup, on demande à des professeurs de se démultiplier pour pouvoir avoir des groupes plus petits en fonction de leur niveau scolaire. Et bien, ce que nous disent les professeurs, moi je vais encore dans les conseils d'administration, c'est que les dotations horaires ont déjà été distribuées, ils n'en ont pas plus. Et donc, ça va sacrifier tout le reste. Et moi, ma crainte, c'est qu'en effet, ces 3 heures-là soient dans les choses qui seront sacrifiées au même titre. C'est 3 heures tous les combien? C'est 3 heures. C'est 3 heures dans l'année. Hein. C'est pas 3 heures, c'est On ne peut pas enlever 3 heures c'est pas 3 heures, c'est de 3 sciences naturelles, par exemple? 3 séances. Ah, mais attention, Mathieu. De la vie. Le problème, Mathieu, c'est que forcément, les autres vont dire, mais vous ne me retirez pas ma matière, vous pouvez avoir des options en sciences. Moi, je défends aussi les langues anciennes, latin, grec, vous imaginez bien que tout ça, ça passe dans ces cas-là à l'ouest. C'est un peu le problème, c'est que on rajoute beaucoup par rapport aux programmes initiaux, aux fameux fondamentaux. Je pense que s'il doit rester quelque chose, peut-être par rapport à d'autres choses plus annexes, ça doit être en effet ces 3 heures d'éducation sexuelle. Vous vouliez intervenir, Lisa Kemener-Singh, c'est pas 3 heures, c'est 3 séances. C'est pas 3 heures, c'est 3 séances, donc c'est très difficile à interpréter. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 3 heures ou est-ce que c'est 3 matinées? Parce qu'une séance, ça peut durer une matinée. C'est rare, Bien sûr. rarement. Quand les associations viennent dans les écoles primaires, je ne peux pas parler du collège, je ne sais pas. Quand les associations viennent dans les écoles primaires, on doit libérer 2 demi-journées dans la semaine pour que les garçons et les filles soient séparés pour les différentes interventions. Et en général, ce sont des gens qui viennent seuls ou à 2. Donc il faut qu'on fasse un demi-groupe de garçons, un demi-groupe de filles. S'il y a 3 classes dans l'école, ça veut dire séparer 80 élèves en 40... Ils sont séparés. Ah oui, c'est dommage. Ah, ils sont séparés. C'est même regrettable. Ils sont séparés parce que, je ne sais pas, parce que c'est les associations qui demandent à ce qu'ils soient séparés. Mais quelles associations? C'est très vague. Alors, l'association qui intervient dans l'école dans laquelle je travaille, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a plein d'associations. Vous allez sur le site de l'Éducation nationale. Vous allez sur le site de l'Éducation nationale, il y a la liste des associations agréées pour ce genre de choses, dont celle dont je vous parlais, des associations qui sont militantes pour la protection, la défense des homosexuels, des LGBT, etc., qui interviennent dans les écoles. Oui. Il y en a qui donc sont plus toutes les conservatrices. associations ne séparent pas les garçons et les filles. Je ne sais pas. Moi, je vous donne l'exemple de mon école. En tout cas, quand on dit 3 heures, c'est pas forcément 3 heures, ça peut être 3 séances de depuis demi-journée. Plusieurs minutes, je vois sur mon écran de contrôle que Lolita Rivet veut intervenir et n'est pas forcément d'accord. Je vous donne la parole. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, j'entends des mots comme lobby LGBT, théorie du genre, qui sont exactement les arguments de l'extrême droite sur ce qui se passerait pendant ces cours d'éducation, mais absolument pas. Alors déjà, ça n'existe pas. Et ensuite, ce qui est transmis aux enfants, enseigné aux enfants, c'est une ouverture d'esprit. En fait, évidemment qu'il faut dire aux enfants que l'homosexualité, c'est normal, c'est banal, et que s'ils ressentent de l'amour pour quelqu'un du même genre qu'eux, c'est cool et ça va. Parce qu'en fait, la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les enfants qui ressentent des attirances homosexuelles ou bisexuelles, ou qui ont des questionnements sur leur genre, eh bien, ces enfants-là, ils sont en souffrance aujourd'hui. Ils sont en vraie souffrance parce qu'on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Quand eux s'expriment, ils sont harcelés, discriminés. Donc, moi, j'ai un vrai problème avec ces arguments-là qui font que, en fait, on ne protège pas ces enfants-là qui sont dans nos classes, qui sont dans nos écoles, dans les établissements catholiques ou pas catholiques, ils sont là. Donc, à un moment, il faut en parler à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on me dit souvent, mais on ne va pas parler d'homosexualité à tout le monde s'il y a 2 enfants par classe qui sont homosexuels. Ben si, parce que ces enfants, ils sont discriminés par tout le monde, par tout le reste de la classe, par tout le reste de l'école. Donc, il faut faire de ces sujets des sujets banals. Il faut normaliser tout ce qui est identité de genre qui ne soit pas la norme, tout ce qui est orientation sexuelle qui ne soit pas la norme. Il faut normaliser et banaliser pour justement lutter contre les discriminations, contre le harcèlement. Et pour pas arriver à des drames qui arrivent, c'est-à-dire des enfants qui se suicident parce qu'ils sont discriminés, ils sont harcelés, parce qu'ils sont rejetés par leur père. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que on parle d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle comme d'un petit plus, d'un petit truc qu'il faudrait faire. Non, là, on est sur des sujets hyper graves. On est sur des enfants qui sont exclus, on est sur des drames qui se jouent dans la vie de ces enfants. Et donc, évidemment qu'il faut faire sauter des maths, du français, de l'histoire ou que sais-je pour faire ces séances. Elles sont essentielles aujourd'hui et on les a pas. Quand vous parlez de ces associations qui interviennent, je ne sais pas de qui vous parlez, en fait. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle en France. Allez, toutes les enquêtes le montrent. Merci. Il y avait une enquête du Sénat qui le montre. Cette éducation n'a pas lieu. Merci Lolita Rivet, votre réponse. 2 points. Alors,
la théorie du genre n'existe pas, mais Madame a employé le mot plusieurs fois. Et si vous allez lire la circulaire de 2021, elle explique que si un enfant se détermine comme un garçon alors qu'il est une fille, par exemple, les personnels de l'école doivent accepter cette autodétermination et ne doivent en parler aux familles que s'ils estiment que ça ne présente pas de danger pour l'enfant. D'accord ? Donc ça veut dire que vous pouvez découvrir plusieurs mois, plusieurs années plus tard, que votre enfant, on l'appelle Thomas alors que vous l'avez appelé Sophie. D'accord ? Vous le découvrez, on n'est pas supposé vous informer, c'est pas obligatoire. La deuxième chose, je le raconte dans mon livre, il y a des professeurs qui profitent de cours d'éducation civique, en général ça rentre dans les cours d'éducation civique pour sortir leurs élèves de l'école. J'ai un exemple très concret dans mon livre, ça se passe à Bordeaux, à côté de Bordeaux, dans une école catholique au passage, sous contrat. On sort les enfants de Petite ville l'école. qui s'appelle Saint-Thomas-de-Médoc. C'est possible. On sort les enfants de l'école, on les emmène voir une exposition dans ce qu'on a rebaptisé pour l'occasion la sexothèque, qui est au départ une médiathèque, dans laquelle on leur explique tout ce qu'il faut savoir à 11 ou 12 ans sur le clitoris. On leur montre la liberté guidant le peuple barbu, avec comme c'est la théorie du genre, des gens qui sont militants de la théorie du genre. C'est des gens qui organisent ça, qui sont militants de la théorie du genre. On a Je entendu n'invente rien. vos arguments à toutes les deux. Israël Nisand, votre avis là-dessus? Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Oui. Agiter ces histoires de genre comme épouvantail pour éviter de faire ce que nous avons à faire, à savoir donner de l'information sur la vie sexuelle et affective, c'est juste une catastrophe. Parce que ça maintient l'état de non-connaissance de nos enfants en matière de vie affective et sexuelle, ça maintient le statu quo actuel. Nous avons une augmentation du viol des mineurs par des mineurs. Mais c'est pas lié à ça, monsieur. Nous avons 15 000 IVG chez les mineurs. Si ça ne vous dérange pas, moi ça me dérange. Qu'une jeune de 15 ans termine sa première histoire d'amour sans que les parents le sachent, parce que là aussi c'est le droit, sur une table d'opération, pardonnez-moi, mais je ne trouve pas. Je trouve que la meilleure IVG, c'est celle qu'on a prévenue et pas celle qu'on fait. Et donc pour cela, il faut qu'on ait le courage de passer outre ces épouvantails à moineaux que sont ces histoires de genre où chacun a une histoire glauque à raconter, parce qu'une fois qu'on aura créé, j'allais dire, cette matière qu'est l'éducation à la vie affective et sexuelle, ben, il n'y aura plus de dérapage. Il n'y a pas de dérapage en matière de maths. Vous pourrez le faire, monsieur. De toute façon, l'État le fera, on ne me demandera pas mon avis. Moi, j'envoie mes enfants à l'école pour qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter. Je me charge de les informer sur l'éducation sexuelle et affective. C'est ce que demandent énormément de parents. Je parle de petits-enfants, là. Je parle d'enfants qui ont... Madame a des CE1. La dame qui nous parle là. Je ne parle pas d'adolescents, je parle d'enfants qui ont entre 3... L'obligation scolaire en France court aujourd'hui à partir de 3 ans et l'instruction en famille a été quasiment interdite. On n'a pas entendu Laure de fait. Darcos sur cette question, je veux bien vous passer la parole. Est-ce qu'il faut parler de genre, d'identité sexuelle dans les classes et à partir de quel âge en fait? Oui, non, mais je pense que pareil, on n'en parle pas de la même façon en effet en CE1 qu'à 12-13 ans. Mais il faut en parler. Mais il faut en parler parce qu'en effet, il y a beaucoup de jeunes qui sont en très grand désarroi et quand ils se sont discriminés. Et il faut en parler en effet à tout le monde et pas en parler qu'à eux, bien évidemment, parce que c'est important pour tout le monde de pouvoir se respecter. Mais je vais faire le pendant. Si on parle beaucoup, si c'est bien de parler d'homosexualité, de genre et autres, c'est aussi, à mon avis, fondamental, et ça c'est mon côté féministe un peu constructif qui veut ça, qu'on puisse reparler d'hétérosexualité de manière apaisée. Tous les garçons ne sont pas des violeurs en puissance, parce qu'il faudra justement, si on leur a appris dès le plus jeune âge à respecter l'autre, respecter la femme, de savoir ce que veut dire le non du consentement, et ça dès le plus jeune âge, pour tout. Je pense qu'on pourra faire peut-être quand même, et je l'espère pour mon fils de 23 ans, des jeunes garçons qui auront des relations amoureuses et sexuelles épanouies, et qu'on fera encore des couples hétérosexuels épanouis, et qui ne sera pas dans la défensive en permanence de croire qu'en effet, du coup, tout homme sera un violeur en puissance et du coup, on vivra chacun sur sa rive, ce qui sera d'ailleurs déjà un drame pour la démographie, mais au-delà de ça, qui sera surtout malheureux pour le monde entier si les femmes restent d'un côté et les hommes de l'autre par manque d'informations et que ce fossé se soit creusé entre nos deux sexes. Voilà, donc c'est à mon avis très important. Merci beaucoup, merci à tous. On va terminer là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous faire votre opinion sur ces cours d'éducation sexuelle, je vous conseille le
documentaire Classe libre qui suit un docteur qui se surnomme le docteur Capote, animateur en santé sexuelle. Il intervient auprès de différentes classes d'âge, notamment auprès d'adolescents. C'est diffusé samedi sur Public Sénat et à découvrir en replay à partir du 20 mai sur nos plateformes. Je vais citer vos livres évidemment pour vous remercier une nouvelle fois. Israël Nizan, Par les sexes, comment informer nos ados, publié aux éditions Grasset. Lisa Kamenir-Sig, La Grande Garderie, c'est chez Albin Michel. Et Lolita Rivet, votre podcast, je rappelle que c'est un podcast dont on parle. C'est quoi l'amour maîtresse? Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat. Mathieu, je vous laisse les clés de l'émission pour demain. Vous serez à ma place avec plaisir et talent comme à chaque fois. Merci de prendre le relais. Et puis, notez que demain, c'est Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique, qui sera l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale de Public Sénat. Belle soirée. Merci.